Voilà, on y est. C'est la dernière vidéo de cette série Camtar. On va du coup faire le bilan de ce que m'aura coûté au final ce camion, et de ce que j'en pense et de ce que j'en ressens, de quel était le problème et de comment je m'en sors. Résumé de l'épisode précédent. Voilà, j'ai trouvé mon camion. Un Opel Vivaro, stricto sensu équivalent au Renault Trafic 3. On dirait qu'il est totalement neuf. C'est incroyable. Et puis un matin, à peine quelques jours après l'achat, injection à contrôler ce matin. Allez, c'est parti. On va déposer le camion au garage. Voilà. Ils vont me checker le camion complet. Ils vont même faire une révision totale avec la vidange et tout ça. C'est plus prudent parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été faite la dernière. Alors au final, je m'en sors comment? Un premier diagnostic lors de la mise sur le pont a révélé par les techniciens quelques éléments à réviser et pas des moindres. Déjà, il manquait des vis sur les cylindres blocs moteurs. Ça, c'est pas très rassurant. Le carter d'huile avait un impact aussi. Alors certes, pas énorme, mais il se trouvait juste à côté de la crépine d'aspiration d'huile. C'était donc potentiellement un problème en puissance. Alors le contrôle technique également me le disait, mais du coup ils en ont profité pour changer disque et plaquettes de frein avant-arrière. Alors ça c'est un truc que j'aurais pu faire moi-même, mais vu le prix auquel ils m'ont vendu les pièces et que le coût de la main d'œuvre a été englobé dans l'ensemble, j'ai envie de dire, de la prestation que je leur ai achetée, je m'en sors plutôt bien là-dessus aussi. Alors mon problème principal, vous allez me dire, c'était quoi? Pour rappel, j'avais un problème de perte de régime. En fait, c'est les turbos qui souffraient tout simplement d'un problème de branchement des durites tout à fait hasardeuse. Alors résumons, un Opel Vivaro, double porte latérale, haillon arrière vitré, modèle 2017, 145 chevaux biturbo, toute option, avec moteur de 30 000 km, caisse 150 000 km, mais absolument nickel. Je l'ai acheté 7 000 €. Allez, incluons dedans le prix de l'assurance panne mécanique que j'ai souscrit chez Eurola, 600 €. Diagnostic et réparation de la panne principale, environ 300 €. La révision complète, qui comprend évidemment les filtres, la vidange, le changement du carter d'huile, le remplacement des filtres, le remplacement des freins comme on vient de le voir. Tout ça environ 500 €. Alors du coup, un petit rapide coup d'œil à l'Argus et aux petites annonces d'occasion permettent de placer ce camion. Aujourd'hui, on le trouvera affiché, toujours est-il, entre 11 et 13 000 €. De mon côté, le coût global de ce camion, désormais entièrement sain et révisé, est à 7 800 €. Si on compte du coup, comme on a dit, le coût de la garantie panne mécanique, qui est pour 24 mois, c'est 8 400 €. Bien entendu, je ne mets pas en compte et je ne prends pas dans ce calcul le coût de l'assurance du véhicule, qui de toute façon est obligatoire, coûterait approximativement la même chose d'un camion ou un autre, et puis au final, dépend de nous, de qui on est, de notre façon de conduire et de notre historique. Alors justement, puisque j'aborde cette histoire de garantie panne mécanique, vous voulez certainement savoir aussi s'ils ont pris en charge une partie de la panne ou pas. Eh bien écoutez, vous le saurez dans une prochaine vidéo, parce qu'au moment où je tourne celle-ci, ils ne m'ont pas encore répondu de façon définitive sur ce qu'ils allaient prendre en charge dans la problématique que j'ai rencontrée. Alors on fera une capsule spécifique là-dessus. Peut-être même que je verrai si je peux avoir une interview du commercial ou du responsable technique chez eux, si ça les intéresse d'avoir des échanges avec nous, tout simplement. Quoi qu'il se passe, je vous dirai en toute transparence ce qu'il en est, et si je suis déçu ou pas, par cette garantie panne mécanique. Au final, j'ai fait réparer la panne dans un garage de confiance, à moindre coût, dirais-je. Je leur ai demandé dans la foulée une révision complète. Alors si j'osais, je dirais que cet épisode final nous apprend peut-être que c'est l'une des clés à l'achat de l'occasion, finalement, amener votre véhicule d'entrée de jeu chez votre garagiste pour une révision complète. Je pars donc serein, avec un camion entièrement révisé, qui est désormais, enfin moi je trouve super fiable. Je connais ses avantages, son historique, éventuellement ses potentiels défauts désormais. Je suis tranquille pour un bon bout de temps en fait. C'est un camion qui quand même reste bien en dessous du prix du marché. Ça reste une très bonne affaire, et je suis plutôt content de moi. Comme je le disais dans la vidéo précédente, ce camion ne remplit pas tous mes critères. Il lui manque la longueur d'eux,
et le 4 roues motrices. Alors du coup en teaser, je pourrais vous dire que je vais sûrement continuer ma veille à chercher, à regarder les camions. J'avoue que je conserve dans l'envie et dans l'idée un camion 4 roues motrices. Et je vais très vite voir à la longue, à l'usage de celui-là, si la longueur 2 va me manquer réellement ou pas. Ceci dit, le 4 roues motrices, pour faire une parenthèse, n'a un coût qui n'est pas négligeable. Alors, sur le marché, il n'y a pas énormément de modèles qui sont 4 roues motrices. On trouvera des vieux briscards modifiés par D'Angel. En version récente, il y aura effectivement le Volkswagen Transporter en modèle D4Motion, avec les petites appréhensions que j'ai quand même moi personnellement sur ce modèle-là. Là aussi, je veux bien qu'on échange là-dessus avec grand plaisir. Dans les modèles 4x4, qui restent encore possible de trouver, le Mercedes Sprinter. J'avoue que j'ai un petit faible pour ce camion, mais qui lui du coup va poser un autre problème par rapport aux critères personnels que je m'étais posé, c'est-à-dire qu'il sera nécessairement en hauteur 2, voire en version 4x4, il sera plutôt en hauteur 2,5. Et justement dans ces critères aujourd'hui je cherche plutôt un camion hauteur 1. À voir si je vais finir par me laisser tenter par ce modèle qui j'avoue me fait quand même un peu du pied depuis quelques années. Alors pour la leçon à en tirer globale, pour ma part, je retire surtout que quand on a quelque chose en tête, qu'on se donne la peine de poser un cahier des charges et donc ses envies concrètement sur le papier, on ne devrait pas s'en éloigner. C'est pas tellement une question de déception, mais c'est pour moi un réel constat idéologique. Finalement, avoir écouté d'une certaine manière ce que j'ai cru être mon instinct à un instant T, fait que j'ai pas répondu à tous mes critères et à tout ce que j'attendais de mon nouveau véhicule idéal. Ce n'est pas vraiment une forme de frustration, mais on n'en est pas loin. Premier constat donc, ne pas se disperser, ne pas s'éloigner de ses envies profondes. Et je gage finalement que ça ne vaut pas uniquement pour un véhicule, mais d'une manière générale pour tout ce qu'on fait dans la vie. À terme, je reste tout à fait persuadé que cette série pourra apporter quelque chose à tous ceux qui aujourd'hui ou demain recherchent un véhicule d'occasion. On vient de le voir, moi-même j'en retire quand même pas mal de choses et j'en ai beaucoup appris. Je m'en sors plutôt bien, mais ça aurait pu être une catastrophe. Alors vous, qu'avez-vous pensé de cette série? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensez que j'ai oublié des éléments essentiels? Et puis surtout, j'aimerais bien savoir quelles sont vos histoires personnelles et votre ressenti, que ça soit sur les choses que j'ai ressenties moi-même et que j'expose à travers les vidéos, ou tout simplement sur vos propres déboires ou vos propres moments de recherche heureux de véhicules d'occasion. J'aimerais vraiment qu'on discute, que vous me disiez ce que vous en avez pensé, si ça vous a apporté quelque chose ou non. Mais le bilan n'est pas tout à fait terminé. Parce qu'il va être temps maintenant pour moi de faire le bilan tant technique que émotionnel de mes débuts sur YouTube. La semaine prochaine, je vous propose de vous livrer le backstage de la création de contenu, enfin en tout cas comment moi je l'ai vécu, appréhender, comment je le ressens, ce que ça m'a fait, le petit yo-yo émotionnel, vous comprendrez tout ça. Je vous livre en toute transparence ce que j'en retire et comprends. Alors à la semaine prochaine.